3 janvier, au milieu de la nuit. Sous les ordres du président Donald Trump, plus de 150 aéronefs de guerre décollent de quelques 20 bases à travers l'hémisphère ouest, direction Venezuela. Leur mission est aussi audacieuse que dangereuse. En seulement quelques heures, ils doivent infiltrer la capitale lourdement défendue et kidnapper le président du pays, Nicolás Maduro. La CIA et les services de renseignement traquent Maduro depuis des mois. Grâce à des sources dans son entourage direct, ils savent exactement ce qu'il mange, où il dort, qui l'entoure, qui le protège, comment ils opèrent. En fait, les Américains ont secrètement construit une réplique grandeur nature du palais présidentiel afin de s'entraîner à la mission d'enlèvement. Lorsque le ciel se met à rugir du bruit des hélicoptères, il est déjà trop tard. Les forces spéciales américaines ne font qu'une bouchée de la sécurité de Maduro et en seulement quelques heures, lui et sa femme sont embarqués à bord du USS Iwo Jima, cap sur New York. Partout à travers le monde, la nouvelle de l'opération a l'effet d'une bombe, alors que plusieurs sont stupéfaits par l'initiative américaine, mais surtout par l'attitude décomplexée de Washington qui ne cache nullement ses intentions pour le Venezuela. Ce que veulent les États-Unis, d'abord et avant tout, c'est le pétrole. Ils estiment que le contrôle de la Chine sur les plus vastes réserves pétrolières de la planète représente une menace grave aux intérêts américains. Plus encore, ils veulent servir un coup dur à l'Iran, à la Russie et à Cuba, tout en réaffirmant la domination stratégique sur l'hémisphère ouest. Pour certains, ce n'est rien de plus qu'une nouvelle intervention américaine au même titre que les nombreuses qui ont eu lieu dans le passé. Pour d'autres, on assiste actuellement à l'effondrement catastrophique de l'ordre mondial, une nouvelle ère dans les relations étrangères, l'ère de la force. La déconstruction du droit international serait donc bien amorcée et les conséquences d'une telle transformation seront aussi nombreuses que profondes. Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Dans ce documentaire, je vous propose qu'on expose en détail les implications majeures de l'intervention américaine au Venezuela. Ensemble, nous allons étudier tous les aspects, l'histoire qui nous a menés jusqu'ici, le contexte, les intérêts géopolitiques des puissances, le déroulement de l'opération elle-même, ainsi que bien sûr ses conséquences géostratégiques, non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour le reste du monde. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette vidéo est présentée en collaboration avec notre plus fidèle partenaire CyberGhost VPN, les leaders mondiaux dans l'industrie de la cybersécurité avec plus de 15 ans d'expérience et quelques 38 millions d'utilisateurs. CyberGhost, c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Un réseau virtuel privé ou un VPN, c'est un outil qui augmente votre sécurité sur le web et qui vous permet de vous déplacer virtuellement partout à travers le monde. Ainsi, si vous êtes dans un café, sur un réseau Wi-Fi public ou même à la maison, vous pouvez masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Mais encore plus, avec CyberGhost, vous pouvez changer votre emplacement virtuel et accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming, incluant Netflix, Disney+, et Amazon Prime. C'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, Windows, iOS, Android, et en plus, vous pouvez partager un compte avec 7 appareils différents, autant les vôtres que ceux de vos proches. Pour obtenir 4 mois gratuits, une remise de 83%, donc un tarif spécial de 2,03 € par mois, utilisez le lien fourni dans la description. Et si vous n'êtes pas certain d'aimer le service, CyberGhost vous offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Tout ça avec une équipe disponible en français, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Notre histoire débute au tournant des années 1800. À ce moment, les puissances européennes comme la France, le Royaume-Uni et l'Espagne exercent encore une puissante influence en Amérique, ce qui agace particulièrement la jeune puissance montante de la région, les États-Unis. Pour freiner cette influence perçue comme une menace à l'expansion américaine, les États-Unis développent ce qu'on appellera la doctrine Monroe. Une politique audacieuse mais risquée, proclamant que l'entièreté de l'hémisphère ouest de la planète relève de la sphère d'influence des États-Unis. Autrement dit, Washington déclare unilatéralement l'Amérique entière comme étant sa cour arrière stratégique dont l'accès est interdit aux autres puissances. Ainsi, très rapidement, le Venezuela est identifié par les États-Unis comme un intérêt, mais surtout au sens diplomatique et idéologique. En fait, c'est seulement autour des années 1910 que les choses s'accélèrent dramatiquement, alors que des quantités prodigieuses de pétrole sont découvertes au Venezuela. Les entreprises américaines s'installent immédiatement et développent rapidement une industrie extraordinairement productive et lucrative. Bientôt, le pays devient carrément un intérêt pétrostratégique essentiel pour les États-Unis. En 1928, le Venezuela est déjà le plus gros exportateur de pétrole au monde. Et bien sûr,
Ce sont les firmes américaines qui dominent dans l'extraction. Il faut dire que le pays est alors dirigé par un régime autoritaire qui est largement favorable aux États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, le Venezuela connaît une brève expérience démocratique alors que le régime autoritaire est renversé dans un coup d'État. Mais peu de temps après, il est à nouveau renversé dans un contre-coup organisé par l'armée et appuyé par les États-Unis. Avec l'appui de Washington, il dirige d'une poigne de fer pendant 10 ans avant d'être enfin renversé par un mouvement démocratique en 1958. C'est la première fois qu'une structure véritablement démocratique dirige le Venezuela. 3 factions s'unissent pour sortir une fois pour toutes le pays de son instabilité. Un gouvernement est formé avec des élections régulières, des libertés civiles, des institutions et des partis politiques. Or, au milieu de la guerre froide, le gouvernement reste très proche des États-Unis et demeure un partenaire indispensable pour les ventes de pétrole. En fait, à ce moment, le pétrole vénézuélien est plus lucratif que jamais auparavant. C'est que le prix vient carrément d'exploser après les crises successives au Moyen-Orient. En 1976, le pétrole est donc nationalisé, ce qui permet d'exiger des redevances et le Venezuela devient, presque du jour au lendemain, le pays le plus riche de toute l'Amérique latine. Évidemment, l'explosion des revenus liés au pétrole apporte son lot de positifs et le niveau de vie de la population augmente rapidement. Alors, il faut dire que tout n'est pas parfait non plus. L'arrivée massive d'argent dans les coffres de l'État encourage le développement de la corruption, du clientélisme et de systèmes de patronage. Bientôt, l'État devient carrément dépendant des revenus du pétrole, ce qui entraîne une part d'imprévisibilité et d'instabilité. En fait, déjà au début des années 80, le modèle économique du Venezuela commence à montrer des failles. Alors que le prix du pétrole se met à baisser, la dette publique augmente rapidement, mais surtout, on constate que l'essentiel de la richesse pétrolière est accaparé par un petit groupe d'élites usant de la corruption et du copinage pour s'enrichir. À la fin des années 80, il est devenu apparent que les revenus pétroliers sont insuffisants pour payer les dépenses du gouvernement. Les déficits s'accumulent, l'économie fait du surplace et bientôt, le FMI et la Banque mondiale sont appelés à intervenir afin de stabiliser le Venezuela. Le plan est simple. C'est le même pour tous les pays d'Amérique latine confrontés à une crise similaire, libéralisation, déréglementation et privatisation. On appellera cet ensemble de prescriptions le consensus de Washington. Sans surprise, face à des mesures d'austérité douloureuses commandées depuis l'extérieur par une puissance étrangère, la population se soulève contre le gouvernement et dénonce l'ingérence des Américains dans les affaires du Venezuela. L'armée réprime violemment les manifestations alors que des centaines de personnes sont tuées. Cette fois, le point de non-retour a été franchi. Le public n'a plus aucune confiance dans le système politique et dans les élites qu'il domine. Dans la foule, un jeune officier militaire observe la scène, stupéfait et en colère devant les actions de son gouvernement. Il développe une détestation profonde de la classe politique vénézuélienne, de l'impérialisme américain et du capitalisme débridé. Ce jeune officier se nomme Hugo Chavez. C'est un véritable point tournant dans l'histoire du pays, car seulement 2 ans plus tard, ce même officier militaire organise un coup d'État pour renverser le gouvernement en place et mettre fin à la corruption. Cette tentative échoue. Lorsque Chavez est finalement libéré des années plus tard, il est déjà extrêmement populaire. Il décide alors que la révolution ne se fera pas par la voie d'un coup d'État, mais bien par la voie des élections. Il se présente ainsi aux élections présidentielles comme un outsider, un populiste qui s'oppose aux élites et qui rejette les vieux partis. Il promet de renouveler la Constitution et de purger la corruption de la classe politique. Le peuple vénézuélien, alors fatigué par des années de morosité politique et de scandales répétitifs, choisit de donner une chance à Chavez et à son programme. Chavez est ainsi élu président du Venezuela aux élections de 1998. Une fois élu, Chavez ne perd pas de temps pour déployer ce qu'il appelle la révolution bolivarienne, en hommage à Simón Bolívar, un leader des mouvements d'indépendance en Amérique latine. Chavez organise un référendum pour écrire une nouvelle constitution et réorganiser le système politique. En moins de 2 ans, Chavez a complètement transformé les institutions vénézuéliennes. Or, à ce moment, les États-Unis et la communauté internationale ne sont pas particulièrement embêtés par les réformes de Chavez qui, au fond, ne sont qu'une forme de virage à gauche relativement banal. Ce qui agace vraiment les États-Unis, c'est plutôt les décisions de Chavez en matière d'exploitation du pétrole. En gros, la nouvelle constitution garantit que la Compagnie nationale de pétrole
ne pourra jamais être vendue ou privatisée et qu'elle gardera toujours le monopole sur le pétrole du Venezuela. Plus encore, les redevances à l'État sont carrément doublées et les entreprises étrangères qui souhaitent opérer au Venezuela seront désormais forcées de s'associer directement avec l'entreprise nationale. Pour les États-Unis, qui profitaient jusqu'alors d'un accès sans limite au pétrole du Venezuela, c'est un recul stratégique considérable qui entraîne des pertes astronomiques de plusieurs milliards de dollars. Et comme si ce n'était pas assez, Chavez se lie d'amitié avec Fidel Castro de Cuba et adopte un discours de plus en plus hostile aux États-Unis, dénonçant l'impérialisme et le capitalisme qui auraient pris en proie le Venezuela durant des années. Pour Washington, il devient de plus en plus clair que Chavez est un problème et que sous sa gouverne, le Venezuela risque de glisser en dehors de la sphère d'influence des États-Unis. C'est inacceptable. Pendant ce temps, au Venezuela, les réformes de Chavez ne font pas que des heureux non plus. D'un côté, vous avez ses appuis, les pauvres, la classe ouvrière, l'armée, la gauche et les syndicats. Or de l'autre, ses opposants, le secteur des affaires, la haute société, les médias, les dirigeants de l'entreprise pétrolière et les vieux partis. Lorsque Chavez adopte une série de 49 décrets en 2001 sans passer par le Congrès, il traverse finalement une ligne rouge qui mobilise tous ses adversaires simultanément. Parmi les décrets, des réformes agraires, des réglementations pétrolières, des restrictions sur les compagnies étrangères et un plus grand rôle pour l'État dans de nombreuses industries. Immédiatement, les opposants de Chavez, menés par les élites économiques et l'entreprise pétrolière, la PDVSA, organisent une grève générale contre le gouvernement. Il faut dire que la PDVSA a toujours été une force puissante dans la société vénézuélienne, parfois plus puissante et influente que le gouvernement lui-même. Habitués de contrôler les budgets, les embauches et les contrats étrangers, les technocrates de l'entreprise pétrolière n'apprécient pas du tout qu'on mette le nez dans leurs affaires. Les journaux, les stations de télévision, les groupes d'affaires et les partis d'opposition s'unissent pour coordonner des manifestations massives. En réponse, Chavez annonce qu'il remplace l'entièreté du leadership de PDVSA et la compagnie se rebelle ouvertement. Les manifestations sont partout, la société entière tombe à l'arrêt. En coulisses, l'ambassade des États-Unis organise une rencontre secrète avec un groupe de militaires vénézuéliens mené par le vice-amiral Molina Tamayo pour planifier un coup d'État contre Chavez. Déjà, les manifestations sont financées et organisées avec l'appui de Washington via les coquilles publiques de la CIA, le National Endowment for Democracy et l'USAID. Manifestement, Washington n'entend plus à rire et souhaite désormais profiter des circonstances pour renverser Chavez et installer à sa place Pedro Carmona, un homme d'affaires aligné avec leurs intérêts. Dans le chaos des manifestations, Chavez est détenu par des hauts gradés de l'armée alors que ceux-ci font assermenter Pedro Carmona comme président par intérim. Immédiatement après avoir été fait président, Carmona signe un décret devenu célèbre. Un décret qui met essentiellement fin à la démocratie vénézuélienne. Il dissout l'Assemblée nationale, se débarrasse de la Cour suprême, suspend la Constitution, destitue des maires et des gouverneurs et compose un nouveau gouvernement non élu. Pour plusieurs, le chat vient de sortir du sac. Loin de rétablir la démocratie, Carmona et ses putschistes cherchent seulement un prétexte pour prendre le pouvoir. Le coup d'État perd toute légitimité. Chavez est libéré et réinstallé au pouvoir. Or, durant ces quelques heures, les États-Unis ont dévoilé leurs cartes, reconnaissant immédiatement Pedro Carmona comme le président légitime du Venezuela. Et parmi les signataires du fameux décret, une certaine María Corina Machado. Retenez bien ce nom. Ainsi, non seulement Chavez réussit à survivre à la tentative de coup d'État, mais la réalité, c'est qu'il en ressort encore plus fort. Car tout au long de cette période, le prix du pétrole explose, catapultant les revenus de l'État à des niveaux spectaculaires. Soudainement, Chavez a les moyens d'aller encore plus loin dans ses ambitions socialistes en créant toute une multitude de programmes pour les pauvres et en investissant massivement en santé, en éducation et en logement. Indirectement, ces programmes deviennent un instrument politique incroyable et pendant ces années, Chavez est plus populaire que jamais. Il est élu et réélu dans des élections libres avec de véritables opposants. Pour compléter sa révolution bolivarienne, Hugo Chavez tente de s'éloigner des États-Unis au profit de la Chine et de la Russie. En 2006, le Venezuela et la Russie concluent une entente d'armement d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars.
Dans la région, Chavez pratique ce qu'on appelle la pétrodiplomatie, fournissant du pétrole gratuit ou à prix réduit à une douzaine de pays des Caraïbes, en plus de se rapprocher d'autres opposants des États-Unis comme Cuba, la Bolivie, le Nicaragua, la Syrie, la Chine ou même l'Iran. Chavez retire le Venezuela du FMI et de la Banque mondiale après avoir remboursé toutes les dettes du pays avec intérêt 5 ans à l'avance. Il annonce ensuite la création de la Banque du Sud, avec le but de développer les pays d'Amérique du Sud. Il nationalise des industries entières, notamment il nationalise la découverte de pétrole Orinoco, alors la plus grosse découverte connue de la planète. Durant ces années, le Venezuela est de loin le pays le plus riche d'Amérique latine. Or, le problème, c'est que le modèle de Chavez fonctionne seulement dans un environnement où les prix du pétrole augmentent sans arrêt. Dès que les prix se stabilisent ou baissent légèrement, les vulnérabilités deviennent évidentes. Et dans la foulée de la grande crise financière, les prix du baril de pétrole s'effondrent de 139 $ à 41 $. Au Venezuela, qui a dépensé l'argent au fur et à la mesure, le choc est considérable. Le chômage augmente, tout comme l'inflation, alors que les pénuries se multiplient et que la corruption explose. Atteint d'un cancer, Chavez gagne de justesse aux élections de 2012. Et lorsqu'il meurt au pouvoir, quelques mois plus tard, en 2013, son modèle économique a déjà échoué de manière flagrante. Avant de mourir, il désigne comme successeur son ministre des Relations étrangères et vice-président, Nicolás Maduro. Maduro prend donc les rênes d'un État fragile, affaibli par la centralisation et des années de réformes socialistes, un État dont les finances publiques sont largement dépendantes des exportations de pétrole. Dès le départ, Maduro n'a ni la popularité ni la légitimité de son prédécesseur. Dans les mois qui suivent, les choses se dégradent à une vitesse effarante. Car aux États-Unis, la révolution de la fracturation hydraulique bat son plein. Le marché de l'énergie est inondé par des quantités prodigieuses de pétrole et de gaz naturel. Et plutôt que de réduire leur production afin de s'adapter à un nouveau joueur, les géants, comme la Russie et l'OPEP, menés par l'Arabie saoudite, s'engagent plutôt dans une guerre de prix spectaculaire afin de préserver leur posture dominante. Conséquence, le prix du baril de pétrole passe d'environ 100 $ à moins du tiers. Victime collatérale de cette guerre de prix, le Venezuela de Maduro voit ses revenus s'effondrer de manière soudaine et catastrophique, et ce, alors qu'il était déjà vulnérable. L'inflation explose, les pénuries de nourriture deviennent encore plus graves et la qualité de vie se dégrade rapidement. Et le problème pour la stabilité du pays, c'est surtout que sans les revenus de pétrole, Maduro n'a pas les moyens de s'acheter de la loyauté comme le faisait Chavez. En 2014, des manifestations de masse éclatent au Venezuela. Et c'est alors que le régime passe carrément en mode survie. Les manifestations sont réprimées dans une glissade autoritaire dénoncée à travers le monde. Depuis son pic, la monnaie a perdu 99% de sa valeur. Les salaires ne veulent plus rien dire, l'économie privée s'effondre, tout comme la production pétrolière d'ailleurs, alors que l'infrastructure se dégrade sans qu'on ait les moyens de la réparer. En 2015, Maduro est défait à l'élection législative. C'est alors la première défaite du mouvement chaviste à des élections nationales. Néanmoins, plutôt que d'accepter la défaite, Maduro supprime les pouvoirs de l'Assemblée nationale, utilise la Cour suprême pour nullifier les lois et créer des institutions parallèles. Il fonde sa propre Assemblée pour remplacer le Parlement élu et abandonne tout semblant de légitimité électorale. À l'arrivée de Trump pour son premier mandat, la pression américaine augmente aussi rapidement que dramatiquement. Trump impose un sévère régime de sanctions économiques et financières qui étrangle systématiquement l'économie du Venezuela. Si la situation était déjà difficile en raison des réformes socialistes de Chavez et Maduro, elle devient carrément impossible à résoudre sous les sanctions américaines, puisque le Venezuela se retrouve rayé du marché mondial de la dette et ainsi privé d'argent pour fonctionner. Pour survivre, le régime s'accroche à l'aide de ses quelques alliés comme Cuba, la Russie, l'Iran et la Chine. Trump est alors séduit à l'idée de reprendre le contrôle stratégique du Venezuela et la Maison-Blanche explore activement la possibilité de renverser Maduro. Dès 2019, après une élection scandaleusement frauduleuse boycottée par l'opposition, les États-Unis et plus de 50 pays décident de proclamer un président depuis l'extérieur, une figure de l'opposition du nom de Juan Guaidó.
On lui donne accès à des milliards de dollars gelés un peu partout à travers le monde pour qu'il mène un gouvernement alternatif. Or, ultimement, cette tentative ne mène à rien, car peu de temps après, la guerre éclate en Ukraine. Et les États-Unis, sous Joe Biden, se retrouvent à la recherche d'un approvisionnement massif de pétrole pour remplacer la Russie. On assiste alors à une scène tout à fait stupéfiante. Alors que Washington accepte de lever des sanctions et de jeter Juan Guaido sous le premier autobus en échange de l'autorisation d'extraire le pétrole vénézuélien. Et c'est ainsi que Maduro réussit à s'accrocher un peu plus longtemps. Et voilà maintenant ce qui nous amène à aujourd'hui. Lorsque Trump reprend le pouvoir pour son deuxième mandat, il annonce rapidement son intention de voir les États-Unis dominer sur l'hémisphère ouest dans une version moderne de la doctrine Monroe. Le Venezuela, perçu comme un carrefour d'influence pour la Chine, l'Iran, Cuba et la Russie, prend une dimension hautement symbolique dans la matrice mentale de Washington. Maduro doit partir. Et maintenant, quelques mois après le début de son deuxième mandat, Trump augmente la pression sur le Venezuela sous le prétexte d'une vaste campagne contre les narcotrafiquants. Personnellement inculpé à New York pour trafic de drogue, Maduro est considéré comme un fugitif par la justice américaine. Graduellement, les États-Unis accumulent des ressources militaires étourdissantes dans les Caraïbes qui semblent toutes converger autour du Venezuela. Des douzaines de navires en provenance du Venezuela sont bientôt pulvérisés par des missiles et des drones alors que l'administration Trump maintient publiquement qu'il s'agit d'une simple campagne anti-drogue. Personne n'y croit vraiment. Le déploiement américain dans la région est alors le plus important depuis la crise des missiles en 1962. On ne mobilise pas des milliards de dollars en équipement militaire et des dizaines de milliers de Marines pour détruire quelques rafios. Manifestement, quelque chose de gros se prépare. En coulisses, l'équipe Trump négocie directement avec l'équipe Maduro qui propose le ciel et la lune afin d'apaiser les Américains. Il propose notamment d'ouvrir le Venezuela aux corporations américaines, d'abandonner la Russie et l'Iran, en plus de couper entièrement l'approvisionnement de la Chine en pétrole. Or, au beau milieu des négociations, María Corina Machado, la figure de l'opposition vénézuélienne, profite de l'Assemblée générale des Nations unies à New York pour formuler une offre encore plus alléchante aux États-Unis. Si Washington intervient militairement pour renverser Maduro, dit-elle, les États-Unis auront des centaines de milliards de dollars en contrats et l'industrie pétrolière sera entièrement privatisée. Les États-Unis offrent alors au président vénézuélien une dernière chance. On lui propose un exil confortable avec sa femme en Russie ou ailleurs, mais Maduro s'accroche alors que Trump perd patience. En privé, les conseillers du président et l'état-major militaire discutent déjà en détail depuis des mois d'une mission pour capturer Maduro. On prévient le président que c'est possible, mais que la mission est risquée et qu'un échec serait hautement embarrassant. Les forces spéciales s'entraînent durant des semaines dans une reproduction du repère présidentiel construite sur mesure pour la mission. Convaincu par le succès de ses opérations récentes contre l'Iran, Trump donne le feu vert, juste à temps pour le jour de Noël, le 25 décembre. Le Pentagone et la CIA attendent alors la meilleure fenêtre météo pour passer à l'action. Depuis des mois, la CIA cultive de l'information sur Maduro et son entourage, notamment à travers une flotte de drones furtifs, mais aussi via une source dans la garde rapprochée du président. Le 3 janvier, au beau milieu de la nuit, plus de 150 avions décollent d'une vingtaine de bases un peu partout à travers l'hémisphère ouest. Pour éviter la suspicion des Vénézuéliens, Trump regarde l'opération depuis sa résidence privée de Mar-a-Lago, loin de Washington. Vers 1h30 du matin, les forces américaines commencent à bombarder la capitale vénézuélienne. La zone est alors plongée dans le noir, privée d'électricité suite à une cyberattaque des États-Unis. Des unités des forces spéciales sont déployées par hélicoptère et prennent d'assaut le repère de Maduro. Maduro tente de s'enfuir dans une chambre blindée, mais est arrêté avant qu'il ne ferme la porte. On leur bande les yeux, menotte les mains, avant de les amener à bord du USS Iwo Jima, cap sur New York. La nouvelle de l'opération a l'effet d'une bombe sur la scène internationale. Pour certains, c'est la célébration, le bonheur. Pour d'autres, la surprise, la confusion et l'outrage. Comment peut-on kidnapper un président? Qu'en est-il de son entourage? Qui doit gérer le pays après sa chute?
Trump affirme alors que les États-Unis sont désormais en contrôle du Venezuela et qu'ils vont l'administrer jusqu'à un éventuel gouvernement de transition, un pays sous tutelle. Plus encore, Trump ne cache nullement ses intentions pour le Venezuela et les véritables raisons derrière l'intervention américaine. Il déclare fièrement: « Plus jamais une puissance étrangère ne pourra défier la domination américaine dans l'hémisphère ouest. Washington veut expulser la Chine, l'Iran et la Russie de la région, rétablir le contrôle sur ce qu'il considère la sphère d'influence américaine. » Après la doctrine Monroe, Trump évoque la doctrine Donroe. Mais surtout, de manière aussi candide que décomplexée, les États-Unis convoitent ouvertement les gigantesques réserves de pétrole. Les plus grandes réserves de la planète, tout juste à côté des raffineries du Golfe. Pour Trump, cette richesse revient de droit aux États-Unis. Convaincu de l'invincibilité des forces armées américaines, il s'étend sur sa liste d'ennemis. Il affirme que la Colombie ne paie rien pour attendre, que Cuba va bientôt s'effondrer et que les États-Unis vont aussi agir sur le Groenland au cours des prochains mois. Lorsque questionné sur les plans de son administration pour le Venezuela, Trump surprend le monde entier en rejetant d'emblée la notion de transférer le pouvoir à l'opposition, affirmant que María Corina Machado n'a tout simplement pas le respect ou la crédibilité pour prendre le pouvoir. On apprendra bientôt que ce constat est notamment celui de la CIA, qui aurait conseillé Trump sur l'après-Maduro, aussi loufoque que cela puisse paraître. Loin de remplacer le gouvernement, Trump affirme que le pouvoir passe maintenant entre les mains de Delcy Rodríguez, littéralement la vice-présidente de Maduro et une de ses plus proches collaboratrices. Washington s'attend à ce qu'elle collabore. Ce que le monde entier ignore, incluant María Machado, c'est que les États-Unis négocient secrètement avec Delcy Rodríguez depuis des mois. Sous la médiation du Qatar et sous les conseils de la CIA, ils ont convenu que le transfert du pouvoir à Rodríguez était la meilleure manière de préserver la stabilité, de changement de régime à gestion de régime. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le gouvernement vénézuélien n'a d'autre choix que de coopérer avec les instructions américaines et devenir essentiellement sa marionnette au service de ses intérêts. Il faut dire que ces options sont limitées, alors que les États-Unis menacent d'une deuxième frappe et qu'ils maintiennent un blocus maritime privant le Venezuela de ses revenus pétroliers. Alors qu'arrivera-t-il maintenant? En théorie, Delcy Rodríguez devrait organiser des élections au cours des prochains mois pour former un nouveau gouvernement. Or, soyons clairs, les proches de Maduro contrôlent encore tous les leviers du pouvoir et rien n'indique que l'opposition est en posture de remporter des élections. Cela dit, les élections sont loin d'être la priorité des États-Unis, qui, ironiquement, préfèrent plutôt la continuité afin d'éviter une guerre civile et de faciliter l'extraction du pétrole. Trump affirme déjà que la tutelle des États-Unis pourrait durer des années. La possibilité d'une guerre civile est toujours sur la table. Maduro a passé les dernières semaines de son règne à faire mousser le sentiment patriotique, évoquant Simon Bolivar et les fondements de la révolution bolivarienne, participant à des rassemblements de foule et distribuant des armes dans l'espoir de mobiliser la population et rendre le pays ingouvernable dans l'éventualité d'une invasion ou d'un coup d'État. Les États-Unis le savent très bien. Ils sont donc extrêmement craintifs à l'idée d'envoyer leurs propres soldats sur le terrain, craignant de plonger tête première dans un véritable trou noir comme l'Afghanistan, l'Irak ou le Vietnam. Maintenant, les conséquences géopolitiques de la capture ou du kidnapping de Maduro seront nombreuses et profondes. Au sens purement stratégique, la prise de contrôle des réserves pétrolières du Venezuela par les États-Unis est un coup de maître qui renforce considérablement la posture de Washington face à la Chine, mais aussi face à l'OPEP. L'Arabie saoudite et les producteurs du Golfe perdent un levier important sur Washington. Pour la Chine, la Russie, l'Iran et Cuba, c'est la perte d'un allié stratégique, certes. Or pour la Chine, c'est aussi la perte douloureuse d'un important approvisionnement de pétrole, alors que 80 à 85% du pétrole vénézuélien était consommé par la Chine. La perte de cet approvisionnement énergétique n'est pas sans conséquence. En fait, le dernier acte public de Maduro en tant que président fut de recevoir une délégation chinoise menée par un envoyé spécial du président chinois Xi Jinping. Selon certaines informations,
La délégation chinoise était encore en ville lorsque les Américains ont bombardé la capitale. Disons que le message de Washington envers la Chine ne pourrait être plus clair. Le prochain rival à tomber pourrait très bien être Cuba et plus vite qu'on ne pourrait le croire. Via sa relation avec Maduro, Cuba recevait environ 100 000 barils de pétrole par jour. C'est un approvisionnement qui permettait au régime cubain de combler ses besoins critiques, de faire fonctionner les hôpitaux, les aéroports, les centrales électriques, etc. Durant la campagne américaine, pour étouffer le Venezuela, cet approvisionnement est tombé à environ 30 000 barils par jour, avec des conséquences immédiates et très graves. En tombant sous le contrôle des États-Unis, l'industrie pétrolière du Venezuela cesse immédiatement tout approvisionnement vers Cuba. Il est fort possible que la fin approche pour le régime cubain. En fait, si on prend un peu de recul, on comprend que c'est toute l'Amérique latine qui sera profondément transformée par la chute stupéfiante de Maduro, car fondamentalement, les États-Unis viennent de restreindre considérablement la marge de manœuvre de tous ces pays en matière d'alignement géopolitique, militaire ou commercial. Ça compte aussi pour le Canada et le Groenland. Manifestement, Trump considère le droit international comme une contrainte à la puissance américaine, une camisole de force dont l'Amérique doit se libérer pour enfin refaire le monde à sa manière. Ce à quoi on assiste actuellement constitue sans équivoque un tremblement de terre géopolitique, mais pas pour les raisons qu'on pourrait imaginer. Soyons sérieux. Les Américains ont fait sensiblement la même chose à Noriega, à Kadhafi, à Saddam, Aristide, plusieurs autres. C'est loin d'être la première fois qu'on kidnappe ou assassine un chef d'État au nom du pétrole ou des intérêts stratégiques. Ce qui est nouveau, ce n'est donc pas l'opération en soi, mais bien la manière dont elle a été présentée. Les Américains n'ont même pas pris la peine de masquer leurs intentions, de convaincre leurs alliés, ou même de prétendre amener la démocratie, la liberté. Ils ont avancé leurs intérêts par la force, parce qu'ils le pouvaient. Parce que vous allez faire quoi? Pas de mensonge d'État, pas d'opération psychologique, un geste entièrement transparent et décomplexé. On le fait pour prendre le pétrole parce qu'on le veut. Chers amis, soyons excessivement clairs. Le droit international est en quelque sorte une grande pièce de théâtre avec plusieurs acteurs, certes, mais dont Washington est le metteur en scène. Or, par son attitude nonchalante et décomplexée dans la violation du droit international, le metteur en scène nous annonce en hurlant qu'il abandonne la pièce. En moins d'1 an à la Maison-Blanche, Trump a lancé des frappes militaires au Liban, en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Iran, au Nigeria, en Somalie, au Yémen, en Colombie, au Panama, dans l'Atlantique, en mer des Caraïbes, au Venezuela. Et alors que Trump demande une augmentation lunaire du budget militaire américain, sommes-nous assez naïfs pour croire que c'est ici que ça s'arrête? Déjà, Washington affiche ouvertement son intention de mettre la main sur le Groenland d'une manière ou d'une autre. Ce sera le test ultime de la capacité du monde à résister collectivement à l'expansionnisme américain. Certains posent ouvertement la question, et si la Chine décidait de criminaliser le président de Taïwan, qu'elle le déclarait fugitif recherché à Shanghai pour ensuite le kidnapper dans un raid militaire au beau milieu de la nuit, imposant un embargo sur les semi-conducteurs pour forcer le gouvernement taïwanais à la soumission, qu'est-ce qu'on fait exactement? On dit que c'est illégal, que c'est une violation du droit international? Chers amis, re-bienvenue dans l'ère de la force. À compter de maintenant, les canons parlent et ceux qui n'en ont pas se taisent. Si vous croyez que ce qu'on fait est important, que vous souhaitez plus de contenu authentique et indépendant sur le monde qui nous entoure, je vous invite à devenir membre de 7 jours sur Terre à partir de seulement $1 par mois. En échange, vous obtenez du contenu exclusif à tous les mardis, notamment une émission secrète où on revient ensemble sur l'actualité mondiale dans un format plus décontracté et personnel. C'est grâce à vous si on peut être différent. En terminant, n'oubliez pas de protéger votre vie privée en profitant de l'offre de CyberGhost VPN, seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits en suivant le lien dans la description.